Bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'Indition s'il vous plaît. Pour l'inaugurer, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Bénard, conseiller municipal en Seine-Maritime et également professeur chargé d'enseignement en droit constitutionnel à Paris. Il est l'auteur de nombreux articles dans diverses revues telles que Front Populaire, la Revue des Deux Mondes ou encore L'Incorrect. Il a publié 2 ouvrages, Pierre Boutan, chez Muller Éditions en 2012, ainsi que La droite imaginaire aux éditions du Cerf en 2018, qui a reçu le prix de l'appel du 18 juin, revenant sur les origines intellectuelles et politiques de la droite. Au programme donc de cette émission, le légitimisme, le libéralisme, le conservatisme, le progressisme. Peut-on parler de la droite ou des droites? Jérôme Bénard, bonjour. Bonjour. Nous allons tout d'abord, si vous le voulez bien, commencer par le commencement, le péché originel, si j'ose dire, la Révolution française. Qu'est-ce que la droite depuis son origine à partir de la Révolution en tant que contre-révolution? Quelle est sa généalogie? La généalogie, c'est que la droite s'est créée. On sait que le terme de droite a été donné par rapport aux premières assemblées de la Révolution, où les partisans du maintien de la monarchie s'essayaient à droite lorsque le président regardait l'Assemblée, et les adversaires les plus acharnés de la monarchie à gauche. D'où l'origine du mot droite. Et effectivement, la droite s'est d'abord construite en réaction au phénomène révolutionnaire qui est venu bouleverser les institutions politiques, économiques et sociales de la France à partir de 1789. Et est-ce que le point de départ de la réaction, avec des auteurs tels que Joseph de Maistre, Louis de Bonald ou la Tour de Pin, est-ce qu'on peut l'établir avec la création théorique de ces auteurs-là? Ces auteurs s'intéressent d'abord au bouleversement social de la France. Joseph de Maistre, d'ailleurs, est un Savoyard. C'est quand la France va envahir les États de Piémont-Sardaigne, et notamment la Savoie, que Joseph de Maistre est obligé de s'enfuir en Suisse d'abord, puis en Russie, mais en Suisse d'abord, où il écrit ses premiers écrits contre-révolutionnaires, va s'élever contre les débordements de la Révolution. De la même façon, Louis de Bonald est un magistrat rouergat, donc on dirait aujourd'hui aveyronnais, qui voit dans sa province des bouleversements qui heurtent sa vision du monde. On pourrait ajouter à l'étranger un libéral conservateur comme Edmund Burke, qui est un Irlandais qui, lui, regarde les événements de France avec justement un œil étranger. Et même s'il est beaucoup moins contre-révolutionnaire, et s'il regarde plutôt avec son œil de conservateur anglo-saxon. Donc sur des questions plutôt sociétales et non économiques. Sociétale et économique, parce que comme vous le savez, la Révolution française bouleverse le système des corporations, interdit les syndicats, la loi Chapelier, Le Chapelier, le décret d'Allard. Il y a toute une série de décisions. La Révolution française, ce n'est pas seulement la fin de la monarchie remplacée par un système républicain, c'est également le bouleversement des corps intermédiaires. Et là, on est dans une problématique qui est encore, même si elle a changé d'angle, à l'œuvre dans notre pays, puisqu'on parle encore de ce rapport aux corps intermédiaires. Pourquoi, justement, faire débuter la droite imaginaire à la Restauration et pas avec le 9 Thermidor 1794? Alors ça, c'était un choix éditorial. L'intérêt, en fait, était de repartir de Chateaubriand, en ce qu'il essaye de faire une synthèse de la droite, au-delà de la critique radicale d'un Joseph de Maistre, qui est pratiquement une critique métaphysique de la Révolution. Chateaubriand essaye, avec des présupposés qu'il a notamment tirés de sa lecture des auteurs anglais. Chateaubriand lisait bien entendu l'anglais, et s'est intéressé à la littérature et à la pensée anglaise, d'essayer de construire une réponse à la Révolution qui tienne compte d'une partie des acquis, et notamment de cette volonté d'accéder à un nombre de libertés sur lesquelles on ne pouvait pas revenir. Donc il crée Le Conservateur, un journal en 1818-1819, et j'ai trouvé que, puisque ce livre a été écrit dans la foulée de la défaite de François Fillon, qu'il y avait entre les deux une parenté sur la volonté intellectuelle
Alors, Chateaubriand, bien sûr, est un immense écrivain. François Fillon n'a jamais prétendu être un écrivain. Mais il y avait des présupposés de réconcilier l'ordre et la liberté qui étaient les mêmes à 200 ans de distance. Alors justement, pourquoi, selon vous, par rapport à ce projet de réconciliation entre la liberté et la tradition, dont vous parlez entre Chateaubriand et François Fillon, pourquoi, selon vous, la droite est non libérale par essence, alors que, au contraire, justement aujourd'hui, pour un Quidam, la droite est libérale par essence. Le néolibéralisme, le libéralisme, depuis au moins 30 ans, on parle de réforme libérale. Pourquoi, selon vous, elle n'est pas libérale, justement? Alors déjà, il faudrait se mettre d'accord sur le mot libéral et sur le mot libéralisme. Ce que défend Chateaubriand, ce sont les libertés au pluriel, c'est-à-dire des capacités d'agir à différents niveaux, et non pas une idéologie libérale qui prévaudrait sur tout. Il y a une grande différence entre le néolibéralisme tel qu'on le perçoit aujourd'hui économiquement, et qui n'est pas forcément de droite, et le libéralisme conservateur, c'est-à-dire qui ne remet pas en cause, qui ne souhaite pas remettre en cause les structures traditionnelles de la société, mais assurer un certain nombre de droits par rapport à l'État, qui est plutôt une réponse à l'irruption de l'État tel qu'il a notamment vu le jour au XIXe siècle, même si Tocqueville faisait remonter cette dérive étatique au XVIIe siècle pour ce qui est de la France. Il y a quand même une différence de nature considérable entre défendre des droits individuels ou collectifs vis-à-vis de l'État et ériger la liberté, c'est-à-dire le renard libre dans le poulailler, tel que les auteurs libéraux purs, qui viennent d'ailleurs au départ plutôt du centre-gauche, sur un échiquier politique, tel qu'ils l'ont développé jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que quelque part, je fais une légère digression, est-ce que quelque part le ver n'était pas dans le fluide dès le départ, au même titre que pour d'autres idéologies, mais c'est-à-dire à mesure qu'une axiologie s'énonce, elle va pour un moment se développer en se reposant sur des acquis ou des traditions, mais en se développant, elle va pouvoir grignoter ou défaire l'ordre sur lequel cette idéologie avait fait irruption. Alors pour la contre-révolution, il est clair que le ver était dans le fruit. L'idéal de Maurras, c'est de revenir à l'esprit qui prévalait avant 1789. C'est la différence avec un De Gaulle qui, lui, parle de continuité de l'histoire de France. Donc là, on touche quand même à la différence entre, effectivement, la réaction et le conservatisme. Le conservatisme regrette les événements passés, mais essaye de réinventer l'avenir à partir des données du présent. La réaction, elle, la pensée réactionnaire, la pensée contre-révolutionnaire, veut extirper le mal, ce qu'elle pense être le mal, et revenir à un âge d'or pour mettre fin à la décadence. Tous ces mots entre guillemets, mais c'est le vocabulaire qui est utilisé. Alors justement, en parlant de décadence et de réaction, justement, la restauration. En parlant de la restauration, vous en parlez comme de la première crise de la droite. Vous mettez en tension les deux concepts de tradition et de liberté. Vous rappelez très justement la formule de Chateaubriand à la Chambre des députés le 25 février 1825. Je cite, « Nul État ne peut laisser périr ses intérêts essentiels sous peine de périr lui-même comme État ». Alors comment s'illustre à l'époque cette opposition entre les traditionalistes et les libéraux ? Eh bien, Louis XVIII, qui est un roi très intelligent, contrairement à l'image qu'on a de lui et d'un roi obèse, son cerveau était tout à fait actif et surtout avait une véritable intelligence. D'ailleurs, il ne met pas fin à l'héritage de Napoléon, il ne supprime pas les préfets, il ne supprime pas les départements, il indemnise les immigrés, ça c'est un fait, mais il n'est pas insensible au discours d'un Chateaubriand qui, justement, veut réconcilier. Il y a d'ailleurs dans la démarche de Chateaubriand aussi une réaction aristocratique.
les aristocrates français n'ont jamais supporté d'être mis sous tutelle par la monarchie telle qu'ils l'ont été à partir de Louis XIV. Donc il y a chez Chateaubriand ou chez Tocqueville, dans leur goût pour la défense des libertés locales, des libertés parlementaires telles qu'elles existaient à l'époque, elles étaient très limitées, surtout la liberté d'expression et la liberté de la presse, il y a une part de leur sensibilité aristocratique. Tout va changer après la mort en 1824 de Louis XVIII et l'arrivée au pouvoir de son frère Charles X, qui lui est dans la main de la haute noblesse réactionnaire qui n'a jamais digéré l'affaire des 89. Le comte d'Artois, il part, donc le futur Charles X, il part de France dès 1789. Il n'attend pas la chute de la monarchie en 1792. Et Charles X n'a pas l'intelligence d'esprit, n'a pas la vision de son frère. Donc à partir de là, la Restauration va se rétracter sur son noyau le plus réactionnaire, et cela débouchera sur les événements de 1830 et l'avènement de Louis-Philippe. Alors justement, j'allais vous en parler de Louis-Philippe, justement. Alors en quoi son règne a-t-il été un tournant pour la droite par rapport à cette opposition tradition-liberté qui fait écho quelque part à la formule de Chateaubriand? Il y a chez Louis-Philippe une influence anglaise très grande. C'est un grand admirateur de la reine Victoria, qu'il a reçue d'ailleurs au château d'Eu, en Seine-Maritime. Et Louis-Philippe n'établit pas une monarchie parlementaire, contrairement à ce qu'on croit, puisque le parlementarisme en France remonte seulement à 1870-1871, enfin, au début de la Troisième République, puisque le gouvernement n'est pas responsable devant la Chambre. La Chambre n'a pas le droit de faire tomber le gouvernement, donc on ne peut pas parler de monarchie parlementaire. Mais Louis-Philippe a laissé une image de libéral plutôt parce qu'il y a chez lui une volonté de développer économiquement par les usines, les mines, les chemins de fer. C'est le véritable épanouissement de la révolution industrielle en France se passe sous Louis-Philippe. Et effectivement, il a pu laisser une image très libérale, alors qu'il commence à prendre des lois sociales, ce qu'on oublie, et que son règne a été quand même aujourd'hui réhabilité par des historiens comme Arnaud Tessier. Je renvoie à l'excellent livre qu'il a laissé sur Louis-Philippe. Et si finalement Louis-Philippe tombe, c'est parce qu'après la mort de son fils aîné, lui-même étant devenu très âgé, il n'a plus la force politique de vouloir continuer, et quand Paris, une fois de plus, se soulève, en 1848, il ne va pas avoir les ressorts politiques en lui pour soit passer la couronne à un de ses fils cadets, soit rester lui-même au pouvoir. Mais sur Louis-Philippe, en fait, on a eu une large méconnaissance pendant longtemps de son règne, qui, à mon avis, mériterait d'être réhabilité. Et justement, cette opposition tradition libertaire, on la retrouve même jusqu'à la proclamation peu après au moment même de la proclamation de Gambetta de la Troisième République après la Commune, justement avec Thiers, qui représentait, comme le disent les socialistes de l'époque, les Versaillais de gauche et de droite, justement. Comment est-ce que la Troisième République a pu être un point d'appui d'équilibre, justement, pour maintenir, après la Commune, d'autant plus, un équilibre entre tradition et liberté qui sont un tiraillement permanent encore, même aujourd'hui. Thiers est un personnage intéressant. C'est plus un centriste qu'un homme de droite. Il a longtemps servi d'épouvantail à la gauche, mais on ne peut pas lui attribuer le qualificatif d'homme de droite. Il a soutenu Louis-Philippe par opportunisme, au sens neutre du terme, comme il mettra en place la Troisième République, qui effectivement, dans ses premières années, est très conservatrice parce qu'elle s'appuie sur les campagnes, qui ont peur de Paris, et il arrive à trouver une large majorité pour ceux qui se disent encore orléanistes, bonapartistes, légitimistes, et pour les républicains opportunistes, où va plutôt sa préférence. De toute façon, il s'effacera assez vite, Adolphe Thiers. Mais c'est déjà la mise en place de cette Troisième République dont le barycentre sera beaucoup plus centriste qu'à droite.
Alors justement, ce centrisme qui fait un peu dévier de la droite vers la gauche, malgré tout, vous avez une phrase dans La droite imaginaire pour qualifier le règne de Napoléon qui pourrait s'appliquer à nos anciens présidents de la Ve République. Vous dites « Napoléon III était un homme de gauche ayant souvent fait une politique de droite ». Comment est-ce que vous placez le curseur gauche et droite? Parce qu'on voit que dès le 19e siècle, il y a une hésitation. Alors d'abord, on peut se placer du point de vue des représentations personnelles, c'est-à-dire que Napoléon III se voulait un homme de gauche. Il venait du carbonarisme, il venait du saint-simonisme, il se voulait un homme de progrès social, mais paradoxalement, il était également un homme d'ordre qui s'est appuyé sur l'Église catholique pour assurer son règne. Et au fond, le bonapartisme est là encore un centre, c'est-à-dire que c'est un équilibre entre des forces diverses. Non pas qu'il n'y ait pas d'une dimension sociale à droite, mais la dimension sociale à droite, c'est une dimension dont la part sociale vient du catholicisme. Chez Napoléon III, elle vient du socialisme. Et justement, est-ce que là, quelque part, est-ce que cette idée très répandue qui peut être plus ou moins avérée selon aujourd'hui, en tout cas, les gens qui pourraient se réclamer de la droite, cette absence qui est spontanée, qui vient spontanément à l'esprit des gens, comme quoi la droite n'a pas de discours ou de programmes sociaux, est-ce que ça ne vient pas d'un essoufflement ou de la disparition du catholicisme social qui, dès le 19e, a eu vraiment un essor fulgurant, surtout dans le Nord, notamment avec Charles de Gaulle, dont dans son enfance l'a beaucoup marqué au contact des mineurs, par exemple, et qui est un des derniers témoins quelque part du catholicisme social, est-ce que cet a priori ne viendrait pas de ça? Il y a deux dynamiques parfois contradictoires et qui s'expriment parfois chez les mêmes hommes, entre une bourgeoisie d'affaires qui est préoccupée par le développement économique du pays, qui à l'époque est un développement économique industriel. Nous ne sommes pas à l'ère du tertiaire comme aujourd'hui. On est dans une France industrialisée où le moteur de la bourgeoisie d'affaires, c'est l'industrie. Et dans le même temps, vous avez le moteur des préoccupations sociales, notamment développées par l'Église, c'est-à-dire les lois sur le travail des mineurs, sur le travail des femmes, sur la limitation du temps de travail, sur les assurances sociales, sur les retraites. Indéniablement, un des moteurs fut la droite traditionnaliste. Donc vous avez parfois chez les mêmes personnes des aspirations différentes, ce qui crée des dynamiques selon les générations. Et je pense qu'aujourd'hui, le passage, la désindustrialisation de la France, effectivement, la perte de poids de l'Église catholique, font que ces catégories ne sont plus prégnantes et qu'on est dans une toute autre analyse économique et un rapport tout autre au libéralisme économique, par exemple, que ce qu'il a pu être avant les 30 Glorieuses. Est-ce que quelque part, donc ce vide de discours social qui a été empreint du catholicisme social, la nature ayant horreur du vide, il y aurait eu une surcompensation dans ce domaine-là par l'économique? Est-ce que vous ne pensez pas que la disparition du discours social, du catholicisme social ou autre, a pu être surcompensée par un discours suréconomique au final? Oui, mais il y a des transformations sociales très importantes. C'est-à-dire que dans les années, jusque dans les années 70, la figure majeure, c'est l'ingénieur. Aujourd'hui, c'est le financier. On est passé des écoles d'ingénieurs aux écoles de commerce. Et même chez les ingénieurs, ceux qui ont le plus d'ambition se tournent vers la finance. Donc on est passé sur une structuration économique, surtout décorrélée du réel, qui fait que pour nous, les débats économiques de la Troisième République nous paraissent très éloignés. Et en plus, il faut rajouter là-dessus la lecture qu'en ont fait les historiens marxistes en rejetant souvent de leur champ d'études justement le catholicisme social et les avancées sociales qu'avait pu faire la droite à l'époque, parce que ça ne rentrait pas dans la logique socialiste. Le socialisme en France n'arrive aux portes du pouvoir qu'au début du XXe siècle. Et tout ce qui était du XIXe siècle
était forcément mal. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient que la plupart des lois sociales au XIXe siècle ont été faites par la gauche, alors qu'elles ont été faites par la droite, puisque le centre, lui était la véritable force libérale au sens antisocial du terme. Dans la lancée, dans la continuité de la Troisième République, on a, ce qui n'est pas rien dans l'histoire de la droite, la création donc, de l'Action française en 1899. Un mouvement donc monarchiste qui fait encore parler de lui aujourd'hui, qui est encore vivace et avec beaucoup toujours étonnamment de jeunes gens comme le voulait même Maurras à l'époque. On ne sait pas assez qu'il y a eu un dialogue entre Marc Sanguier et Charles Maurras entre 1904-1906. Cela pourrait nous éclairer sur ce qui sépare et unit les démocrates chrétiens du Sillon et avec les catholiques de l'AF. En fait, ils ont le même point de départ. On en a parlé, c'est le catholicisme social. C'est-à-dire que l'un et l'autre s'opposent à une république qui tente de s'ancrer au centre-gauche avec anticléricalisme et libéralisme économique. Seulement, la réponse est différente. C'est-à-dire que pour les démocrates chrétiens, finalement, le roi, désormais, c'est le pape. Tandis que pour les monarchistes de l'Action française, ils sont plutôt dans une tradition gallicane. Ils pensent qu'un exécutif fort peut être plus protecteur pour les communautés naturelles, là où les démocrates chrétiens pensent qu'il faut plutôt parier sur la société et finalement une république parlementaire qui serait gouvernée par des conservateurs leur conviendrait très bien. Ce qui pourrait quelque part expliquer la condamnation de l'AF par le Vatican. Donc. Cela nous plonge donc directement dans le XXe siècle avec la guerre 14. Alors, vous dites que la droite parlementaire ne joue aucun rôle jusqu'en 1914. Vous décrivez une chambre bleu horizon, je cite, composée de conservateurs comme Barrès, Schuman, de réactionnaires, Daudet, l'AF, de centristes et de centristes libéraux. Après 1919. Après 1919. Comment s'illustre cette opposition entre libéraux et réactionnaires? Et est-ce qu'à ce moment-là, la droite réactionnaire, est-ce qu'elle n'est pas condamnée d'ores et déjà à être l'épouvantail de la République, comme on pourra le voir même encore après? En fait, il y a trois forces. Il y a deux forces principales. L'Alliance démocratique, qui serait l'équivalent de ce qu'on a appelé aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, l'UDF. Vous avez la Fédération républicaine, où siège Barrès, mais aussi Schuman, qui serait plutôt ce qu'a été le RPR. Et vous avez effectivement un groupe de députés réactionnaires, mais qui ne dépassent pas la vingtaine. Donc, en fait, le problème pour eux, c'est qu'ils sont incapables de se mettre dans les systèmes d'apparentement, puisque c'est des listes départementales, et à la différence des deux autres, ils sont incapables de s'entendre, et donc restent marginaux par faible nombre d'élus. Là, le problème pour les réactionnaires, c'est le mode de scrutin. Parce que vous faites une brève allusion au 6 février 1934. Est-ce que ce n'est pas le point de rupture dans la rue d'un mouvement qui ne peut pas s'exprimer, qui n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau constitutionnel? Si on en arrive au 6 février 1934, c'est qu'il y a la conjonction à la fois de la crise économique dite de 29, mais qui ne touche la France qu'en 1931. Il y a l'incapacité de la Troisième République à élaborer une stratégie face à la renaissance de l'Allemagne. C'est tout cela qui pousse les droites ou la droite dans la rue, mais qui pousse aussi d'ailleurs la gauche dans la rue, puisque on oublie trop souvent qu'en février 1934, il y a également d'immenses manifestations communistes. On a tendance à surinterpréter et à donner trop d'importance au 6 février 1934 et à ces mouvements à rebours, parce que je pense que déjà, ils n'ont jamais déstabilisé la République, et que s'il y a effectivement des morts et une violence de rue, elle reste très parisienne, et elle sera beaucoup moins importante en termes de conséquences politiques que ne le sera le Front populaire et la grève, les grèves générales et les grèves de 1936. De la même façon que pendant longtemps, les historiens de gauche ont réussi à expliquer que le colonel de la Rocque était fasciste, alors qu'aujourd'hui, les historiens en voient en lui une préfiguration du gaullisme.
Charles de Gaulle est vraiment ouvre un chapitre très différent pour la droite à partir de 1958, enfin encore avant pour certains. Mais avec la constitution de la Ve République, on peut dire que la République est d'essence, on pourrait dire qu'elle est d'essence monarchiste. Beaucoup de gens voient de Gaulle comme un réconciliateur entre la droite réactionnaire et la droite libérale. Et en même temps comme un président roi ou encore on a pu appeler la Ve République une république royaliste. Donc, est-ce que pour vous, de Gaulle en fait serait la solution qui n'a pas été remis à jour pour la droite et ménager ses héritages? Alors, d'abord, la France se réconcilie définitivement avec la République par la guerre de 14-18. Même si une tradition monarchique a pu continuer à vivre après. Ensuite, la grande nouveauté avec De Gaulle, c'est qu'il a pour ambition de recréer une légitimité politique que ni la Troisième ni la Quatrième République n'avaient réussi à établir. C'est surtout en mettant le président de la République comme clé de voûte des institutions qu'il recrée une légitimité politique, la légitimité étant l'assentiment populaire à une forme de gouvernement. On était républicain par défaut sous la Troisième ou sous la Quatrième République. Avec De Gaulle, on voit qu'une république peut être un régime efficace à certaines conditions, et certaines conditions qui ont progressivement disparu après la mort de son fondateur, qui n'a pas pu trouver son véritable successeur. Et des compositions de la Ve République qui s'est surtout accélérée après 1981. Le giscardisme étant une vision plus libérale du gouvernement, en n'ayant pas recours au référendum, en n'ayant pas recours à la dissolution. Mais c'est une vision, c'est un exercice libéral de la Constitution de la Ve République, en grande partie encore originelle, ce qui ne sera plus le cas après la cohabitation, après les cohabitations et après les nombreuses réformes constitutionnelles voulues par Jacques Chirac. Est-ce que quelque part le problème que rencontre la droite, mais pas seulement, même le centre aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de consultation ou de légitimité qu'on peut lire même dans des sondages et autres, elle n'est pas due à un peu comme pour certains pans de la droite, une surcompensation économique, plus de consultation directe, mais un pouvoir d'État qui avance bon gré mal gré seul. C'est le paradoxe du libéralisme, c'est-à-dire que à force d'annihiler le politique et d'annihiler la décision politique, il renforce les structures administratives et la bureaucratie. Et le libéralisme, le néolibéralisme se nourrit et nourrit la bureaucratie. Au lieu d'avoir le peuple en face du chef de l'État dans un échange politique qui crée la légitimité, on est dans un échange entre forces économiques, surtout forces financières d'un côté, et bureaucratie administrative. Donc on est sorti du politique pour tomber dans des principes d'administration qui relèvent des structures économiques et des structures sociales plus que de la décision démocratique. Vous dites que l'État, un peu laissé à lui-même, est en prise avec le secteur économique. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se réclamant du conservatisme sont pour un progrès économique à tout crin. Comment est-ce qu'on peut être, selon vous, en tant qu'historien de la droite, cohérent avec une volonté de développement économique, avec, comme on le voit, on le sait, les effets, les répercussions sur les mœurs? Là, vous touchez vous mettez le doigt sur effectivement tous les paradoxes de la droite contemporaine. L'essentiel, c'est que le pouvoir politique garde son essence, c'est-à-dire la notion de souveraineté. L'État doit être indépendant, doit être au-dessus des factions, doit être au-dessus des lobbies. Quand on parlait de monarchie absolue, c'était pas une monarchie sans limite, c'était une monarchie qui n'était pas asservie à un quelconque
autre intérêt que celui qui était défini par le roi. Alors, on peut dire que on peut remettre en cause la question de la légitimité, on peut débattre de la légitimité monarchique, comme on peut débattre de la légitimité démocratique, parce qu'on ne peut pas remettre en cause, si l'on défend le fait que la politique est encore le meilleur moyen d'assurer la paix et la concorde civile et le bon fonctionnement de la société, on est obligé de revenir à ce concept de souveraineté, et notamment à celui de la souveraineté nationale. Et toute l'histoire de la France depuis 50 ans, c'est celui de la déconstruction de la souveraineté nationale, notamment par l'abandon de pans entiers à des structures supranationales qui ne sont pas légitimes au sens où elles ne sont pas là par la volonté directe du peuple. De Gaulle restaure la politique en France en mettant fin au fait que seule la représentation, le système représentatif, qui est un système libéral, soit utilisé. Il recrée, avec le référendum notamment, et avec l'élection à partir de la réforme constitutionnelle de 1962 du président au suffrage, la République au suffrage universel direct, il recrée les conditions d'une démocratie directe, dont on voit bien aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus eu de référendum depuis 2005, comme il n'y a plus eu de réforme constitutionnelle depuis 2008, on voit bien que les différents gouvernements qui ont suivi ont rechigné à utiliser ces armes fondamentales pour la Ve République, que sont celles de la démocratie directe. Et au contraire, on nous a vendu d'abord une démocratie participative. Alors, je veux bien pour la gérer un quartier, une ville. Au niveau national, ça m'inquiète un peu plus, sur la légitimité de tels procédés. Et on a même parlé, au sujet de la Convention sur le climat, de démocratie augmentée. De la même façon qu'on irait vers une humanité augmentée. Et là, on sort des cadres de la légitimité politique. Et on va vers une instrumentalisation des débats au profit d'une vision de plus en plus unanime et de plus en plus coupée du réel de la politique. Est-ce qu'en tant qu'historien de la droite, vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse en triptyque de Jean-Claude Michéa, selon laquelle la droite, elle, serait restée entière, pure, si je puis dire, et la gauche, en fait, amalgamée avec le socialisme original du 19e au lendemain de l'affaire Dreyfus, et alliance qui persisterait encore aujourd'hui. Est-ce que ce malentendu politicien serait une des causes qui explique qu'il y ait un abandon du peuple de l'État et inversement de l'État par le peuple? C'est très probable, c'est-à-dire que la division de la société politique en factions rivales, voire opposées, ne facilite pas l'unité nationale et ne facilite pas l'exercice de la souveraineté nationale comme but ultime de la souveraineté populaire. Et donc oui, chez Michéa, il y a des pistes très intéressantes. Et la fracture entre la droite et la gauche, qui ne s'est pas fait seulement sur la politique, mais ce qui s'est fait aussi sur le rapport à la religion, le rapport à la vision de la société, au-delà même des structures politiques et des structures économiques, a sûrement joué, ces divisions ont sûrement joué pour voir arriver le système actuel. Un autre malentendu qui aurait été une heureuse solution pour la droite, pour le coup, contrairement à la gauche, est-ce que quelque part la droite et le royalisme n'auraient pas eu un équivalent historique donc de fusion avec le général de Gaulle, qui via la constitution de la Ve République donne un président royaliste ou un roi républicain selon mon point de vue? Est-ce que en fait l'histoire de la droite serait arrivée à sa solution idéale? Il est sûr que la Ve République a été la première à donner une stabilité. Donc ça irait totalement dans votre sens. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire constitutionnelle et l'histoire politique, et que le moment qui se situe entre 1965 et 1985, et plus largement le moment la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, a été une révolution anthropologique peut-être la plus radicale en Europe depuis le néolithique, et que les solutions politiques ne peuvent peu de choses parfois face
à des révolutions beaucoup plus profondes, dont les causes sont très complexes. Est-ce la technique? Est-ce une révolution des mentalités? Il faudrait là convoquer un certain nombre d'historiens, un certain nombre d'analystes pour arriver à y répondre. Mais il est sûr que traiter de l'histoire politique ou traiter de l'histoire institutionnelle en dehors de l'histoire des mentalités ne permet pas de comprendre la totalité de ce qui nous arrive. Merci beaucoup, alors Jérôme Bénard, pour cet entretien et pour toutes vos réponses éclairantes. Alors je rappelle donc vos 2 ouvrages, La droite imaginaire aux éditions du Cerf et Pierre Boutan chez Muller Éditions. Au prochain numéro, même format autour d'une autre thématique. Merci à tous pour l'addition, s'il vous plaît.